Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui pour cette conférence qui inaugure le cycle consacré à l'histoire du tourisme à Paris. Ce cycle a été pensé en écho à une exposition que le comité d'histoire organise à la Galerie des Bibliothèques, 22 rue Malher, et donc qui s'appelle Bon Baiser de Paris, et qui est ouverte jusqu'au 31 mars, du mardi au vendredi, de 13h à 19h. Et donc les conférences sont un écho et finalement sous divers angles, une façon de faire ce parcours dans le Paris des touristes et de suivre les pas des touristes à Paris. Accompagne cette exposition, outre les conférences, un livre donc, qui s'appelle aussi Bon Baiser de Paris, aux éditions Paris Bibliothèque, et qui est signé par Sylvain Pathieu, le commissaire de l'exposition, et aussi l'orateur de ce matin. Donc, Sylvain Pathieu est un spécialiste de l'histoire du tourisme, il est maître de conférence à l'Université Paris 8, et il va nous présenter dans cette conférence inaugurale sur le long terme, les enjeux et l'histoire et l'évolution du tourisme à Paris. Et je lui laisse tout de suite la parole. Bonjour, merci à vous d'être là. Et vous voyez, j'enseigne à l'Université Paris 8. Et je vais commencer par un chiffre. Je vous rassure, il n'y en aura pas énormément dans cette conférence. En 2013, Paris et sa petite couronne comptaient 46 millions de touristes, en incluant les Français et les étrangers. Donc le chiffre paraît énorme, et on peut dire que si la capitale se dispute avec Londres le statut de ville la plus visitée au monde, elle est sans conteste celle qui a marqué le plus les imaginaires depuis que le tourisme est né, depuis que la légende de la ville lumière s'est imposée. Le Paris des cartes postales, vous le voyez ici, vous voyez cette belle perspective à partir de l'Arc de Triomphe. Le Paris des cartes postales paraît figé, on a l'impression d'un tourisme qui a toujours existé, d'un Paris touristique qui a toujours été là. Pourtant, le tourisme, en fait, depuis les origines, est en constante évolution. À l'échelle de l'humanité, le tourisme est une activité neuve. On peut le dater assez précisément à partir de la fin de l'époque moderne. Un moyen au départ d'éducation pour les jeunes aristocrates, puisque c'est un loisir qui est né dans l'aristocratie. Et il a connu un véritable essor, et s'est véritablement transformé en l'activité qu'on connaît aujourd'hui sous ce nom de tourisme, à partir de la révolution industrielle, en profitant de l'essor de nouvelles couches sociales, et en profitant également de l'amélioration des moyens de transport. Dès l'origine, ce tourisme, il a une fonction de distinction, que ce soit pour les aristocrates, pour les nouveaux touristes du 19e siècle, et par la suite au 20e siècle pour les touristes qui vont jusqu'aux couches populaires. Ce tourisme, il a donc une histoire. Il a connu des évolutions. Et on devrait peut-être parler plutôt des tourismes plutôt que du tourisme, parce qu'il existe plusieurs tourismes, à la fois parce que selon les époques, cette activité a évolué, mais aussi parce qu'à une même époque, on n'a pas exactement les mêmes activités sous le terme de tourisme. On peut avoir des activités très différentes à la même époque, qui sont toutes classées par facilité sous le nom de tourisme, mais qui recouvrent des réalités différentes. Bien sûr, l'histoire du tourisme, ça pourrait apparaître comme quelque chose d'un peu futile, comme quelque chose de pas très sérieux, parce que c'est une activité avant tout de loisir, même si vous verrez qu'elle a été pensée d'abord comme une activité pédagogique. Mais quand on regarde la physionomie de Paris aujourd'hui, on voit qu'elle a été complètement modelée par le tourisme. Donc l'histoire urbaine est en lien avec cette histoire du tourisme. Si on regarde l'économie de Paris, elle est également très liée au tourisme. Il y a à peu près 11% des salariés à Paris qui travaillent dans le secteur du tourisme. Le fonctionnement quotidien même de Paris aujourd'hui est indissociable du tourisme. Quel que soit le quartier dans lequel vous habitez ou dans lequel vous vous promenez, vous verrez des touristes. Alors bien sûr, quand on est par ici, on en voit encore plus que dans d'autres endroits, mais aucun quartier n'est épargné par ce phénomène. Retracer l'histoire du tourisme à Paris, c'est retracer une aventure. C'est découvrir des personnages, des décors, des péripéties. C'est faire nôtre, en fait, le précepte de Marc Bloch, célèbre historien, qui disait «
le bon historien est comme l'ogre de la légende. Là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier. Et de la chair, il y en a dans cette histoire du tourisme. Parce que c'est une histoire, bien sûr, quand on parle de Paris, on pense à la ville des plaisirs multiples. Donc on comprend que l'histoire du tourisme soit liée à cette histoire de la chair. Mais c'est pas seulement pour ça, c'est aussi parce que ces moments de loisirs, ces moments de découverte, ces moments arrachés au quotidien routinier, eh bien, ils constituent le sel de la vie. Ils ont constitué le sel de la vie pour de nombreux touristes. Voilà pourquoi on peut dire qu'il y a de la chair dans cette histoire du tourisme. Parce que c'est l'histoire de personnes dont on a oublié les trajectoires, qui sont plutôt dans des petites histoires individuelles que dans la grande histoire commune. Mais c'est également l'histoire d'une pratique, l'histoire d'une sociabilité. Et donc, à ce titre-là, c'est véritablement un sujet sérieux. Sujet de ce qui a pu compter dans les vies des gens. Ça n'est pas une activité anodine ou neutre non plus. Le tourisme entraîne des phénomènes de concentration, des déséquilibres spatiaux, des inégalités sociales. Il y a des rapports de force quand on parle de tourisme, des intérêts divergents. Et donc tout ceci permet de dire que le paysage touristique est partie intégrante de l'histoire urbaine, est partie intégrante de l'histoire de Paris. Alors, essayons d'examiner ce tourisme par tous les angles. Et on va commencer par Paris avant le tourisme. Il y a une préhistoire du tourisme. On retrouve les traces de ce tourisme avant même que le tourisme existe comme une activité telle qu'aujourd'hui. Paris a depuis longtemps attiré des voyageurs, même au Moyen-Âge. On se pressait vers Paris parce que c'était la capitale du royaume, la résidence royale, le lieu des plaisirs, des arts, le lieu du goût, de l'esprit aussi. Mais c'est seulement à partir de l'époque moderne qu'on a pu venir plus facilement à Paris. Parce que les routes sont devenues plus sûres après les guerres de religion. Parce que également, elles ont été améliorées, ces routes. Il était donc possible de venir à Paris à cheval ou en carrosse ou en diligence. Hein. Vous voyez ici la manière dont on y venait. Voyage d'agrément, circulation de travail, parce qu'il y avait aussi des mobilités de travail dès l'époque moderne, à pied, à cheval, par chemin fluvial, par la Seine et par ses canaux, ou bien en diligence. Il était possible de venir à Paris de différentes manières. Les premiers qui ont véritablement été des touristes à Paris, je vous le disais tout à l'heure en introduction, ce sont les aristocrates. Parce que une activité comme celle du Grand Tour s'est mise en place dans les cours européennes à partir du XVIIe siècle. Et surtout à partir du XVIIIe. Mais disons que ça a commencé à la fin du XVIIe. Ça a commencé dans les cours anglaises. De quoi s'agissait-il ? Eh bien, il s'agissait, pour les jeunes aristocrates, de faire une sorte de voyage de formation, de voyage initiatique, qui durait plusieurs mois ou plusieurs années. Ces jeunes aristocrates anglais, ils étaient envoyés principalement vers l'Italie, notamment la ville de Rome était la capitale des touristes à l'époque, puisqu'il s'agissait de renouer avec le passé antique. Il fallait donc aller voir des curiosités, aller voir des ruines, aller voir également des lieux de culture. Et à ce titre-là, Paris était une des étapes de ce grand tour. Une des étapes de ce grand tour parce que les capitales étaient privilégiées. Berlin, Turin, Venise ou Vienne. Et dans ce trajet-là, dans ces trajectoires-là, Paris avait une place de choix. Parce que elle avait de nombreuses attractions culturelles. La Sorbonne, déjà à l'époque, des écoles où apprendre les armes ou les arts, apprendre l'équitation, la danse, la peinture, des opéras, des théâtres, de nombreux endroits pour se cultiver, de nombreuses curiosités. Et donc, ces jeunes aristocrates pouvaient très fréquemment passer par Paris. Passer par Paris et y rester quelques semaines ou quelques mois. Paris avait également la réputation d'être une ville qui accueillait de nombreux lettrés. On est toujours dans les élites, mais on n'est plus dans les élites aristocratiques, on est dans les élites savantes. Ces élites savantes, elles venaient à Paris, notamment au XVIIIe siècle, parce qu'elles
à Paris, il y avait de nombreux clubs, des endroits dans lesquels on discutait, des endroits dans lesquels on pouvait, par exemple, discuter de ces idées neuves qui étaient les idées des Lumières. Il y avait aussi à Paris de grandes collections religieuses, à Saint-Germain-des-Prés, à Sainte-Geneviève, dans les bibliothèques. C'était un lieu de réflexion, de débat, un lieu d'érudition. C'était aussi un lieu qui attirait, par exemple, des francs-maçons venus de toute la France. Parce que y avait des loges et des ateliers parisiens qui étaient de bonne réputation. Enfin, on venait pas seulement à Paris pour se cultiver. Dès cette époque-là, Paris avait la réputation d'une ville de plaisir. Notamment le Palais Royal. Le Palais Royal était, pour commettre à la fois un anachronisme et un anglicisme, j'espère que vous me pardonnerez, était the place to be à l'époque. Il fallait aller au Palais Royal. Pourquoi ? Parce que, alors, il y avait quelques curiosités. Il y avait la galerie d'Aînés, par exemple, qui avait été peinte par Antoine Coipel. Il y avait le fait que c'était un palais construit sous Richelieu, donc tout ça était intéressant. Mais il y avait surtout des restaurants, il y avait des échoppes, il y avait des spectacles, des boutiques, des salles de jeu. Il y avait une activité de prostitution aussi dans ces lieux-là. Et donc, on flânait sous les arcades, on allait dans les restaurants, et se mêlaient là, en fait, à la fois des élites aristocratiques, des élites lettrées, qui n'étaient pas seulement plongées dans leurs livres, mais aussi des voyageurs plus populaires, qui venaient au Palais Royal. Et qui y venaient pas seulement pour se cultiver, mais également pour se divertir, pour s'amuser. Et donc Paris acquiert dès cette époque-là la réputation d'une ville où on va s'amuser, où on va se distraire. Cette attraction de Paris entraîne assez tôt la naissance de guides touristiques spécialement consacrés à la ville. Alors là j'en ai mis un peu tardif qui date de 1808, mais il y en a des bien antérieurs. On compte à peu près 300 ouvrages entre 1600 et 1830, ce qui est un chiffre quand même assez important pour l'époque. Ces guides définissent ce qu'il faut voir. Ils proposent des itinéraires, ils donnent des conseils pratiques. Ils conseillent par exemple des garnis ou des hôtels où se loger. Notons qu'à l'époque, les classes populaires et les classes plus aristocratiques sont mélangées. Dans un même immeuble, dans un même hôtel, on peut avoir de tout. Bien sûr, pas forcément au même étage, mais en tout cas dans les mêmes rues et même dans les mêmes hôtels. Alors, ce tourisme d'Ancien Régime, bien sûr, il est limité. On compte par exemple 4000 étrangers à Paris juste avant la Révolution française. Donc c'est pas un nombre énorme, mais c'est quand même les prémices du tourisme. Ce qui va permettre véritablement au tourisme de s'installer à Paris, c'est la révolution industrielle. Avec la révolution industrielle, les moyens de développer véritablement le tourisme, cette activité d'aristocrate, cette activité d'oisif, comme une activité, sinon du plus grand nombre, mais en tout cas commune à de nombreuses élites, eh bien, ce qui permet tout ça, c'est la révolution industrielle. Avec le développement des moyens de transport, notamment à partir des années 1840, le chemin de fer, qui permet de raccourcir les distances, mais aussi avec la naissance des aéroports, alors plus tardive, à partir du début du XXe siècle. Et en définitive, la révolution des transports, finalement, plus que la révolution industrielle, est ce qui fournit les conditions pour transformer Paris en ville véritablement touristique. Donc, tout d'abord, les gares. Avec ces voyageurs qui sont représentés ici en train de charger leurs bagages, c'est une reconstitution en studio. Vous avez peut-être lu la pièce d'Ernest Labiche qui date de 1860, Le voyage de Monsieur Perrichon. Elle donne à voir dès ses premières scènes ce personnage de Monsieur Perrichon qui veut devenir touriste, qui est une sorte de parvenu, donc qui est tourné en ridicule dans la pièce de théâtre. Mais ce personnage d'artisan carrossier devenu un bourgeois symbolise l'accès au voyage pour de nouvelles catégories sociales. L'accès au voyage et aussi l'accès au tourisme. Donc ce tourisme, c'est un snobisme à l'époque. C'est essayer de faire comme les aristocrates. Le terme même de tourisme, d'ailleurs, vient de l'anglais, par une sorte d'aller-retour étrange, puisque au départ, si les aristocrates
britanniques qui ont initié le Grand Tour ont utilisé ce terme, c'est parce qu'il venait du français. Et c'était le snobisme à l'époque, c'était utiliser des termes qui venaient du français. Quand, avec la révolution industrielle, le terme de tourisme revient en France, il est considéré comme un anglicisme. Mais en même temps, même si on voit ces voyageurs ici en train de poser, ça montre bien la solennité du moment. La solennité du moment quand les élites bourgeoises accèdent à cette activité aristocratique qui était celle du tourisme. Alors vous voyez ici l'aéroport du Bourget. Bien entendu, c'est pas les mêmes embarquements que ceux qu'on peut avoir aujourd'hui, hein. Le confort n'est pas le même non plus, hein. Vous avez sans doute tous, pour ceux qui ont voyagé en classe économique dans les avions, le souvenir d'avoir eu les genoux complètement compressés. Bon, vous voyez qu'à l'époque, c'était pas le cas. On voit encore ces voyageurs en train de poser. Et puis, on n'oublie pas à l'époque que la destination principale, le trajet principal, c'est celui entre Paris et Londres. Et d'ailleurs, les premiers touristes sont des Anglais qui viennent visiter la capitale. L'agence Cook, par exemple, qui était dirigée par un pasteur. Alors, il avait des principes très moraux au départ. Il a développé le tourisme, Cook, parce qu'il était pasteur et qu'il voulait empêcher les gens de boire. Donc, il disait, on va leur proposer de voyager, ça va leur fournir une occupation bien meilleure et bien plus saine que la boisson. Et puis, Cook disait, le tourisme, c'est la philanthropie plus 10%. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, l'activité touristique pouvait être rentable. Et bien entendu, au départ, il n'a pas proposé tout de suite des excursions à l'étranger, mais très vite, Paris est devenu une des excursions des voyages de Cook. Donc vous voyez ici, hein, ces services à la fois de train ou de cargo entre la France et l'Angleterre. La révolution du tourisme à Paris, c'est aussi une révolution qui s'appuie sur des changements architecturaux. Le Paris du 19e siècle, c'est le Paris de l'osmanisation. Le préfet Haussmann, vous connaissez sans doute, qui a fait de nombreux grands travaux à Paris et qui a créé notamment, qui a renforcé notamment tous les grands boulevards. Vous voyez ici l'avenue des Champs-Élysées, mais il y en a bien d'autres. L'avenue des Champs-Élysées, elle est antérieure à l'osmanisation, mais tous les grands boulevards, par contre, eux, lui sont liés. Paris, forte de cette réputation ancienne de ville de distraction, acquiert aussi au XIXe siècle la réputation d'une ville où il fait bon flâner. Une ville où il fait bon se promener pour voir et pour être vu. On pense à la passeggiata italienne, et elle s'adapte très bien au climat parisien. On voit donc les élégantes qui se promènent sur les boulevards. Et puis on va dans les cafés, qui sont un lieu de sociabilité ancienne à Paris. Il y en a de très nombreux. Avec les boulevards, on peut se poser sur les terrasses, contempler les monuments, ou contempler plutôt les Parisiens et les Parisiennes qui se promènent. On peut recréer sur ces boulevards une vie mondaine, qui est celle de ces élites de l'époque, qui savent où il faut aller, les endroits qui sont à la mode, les endroits où il faut voir et être vu. On peut, si on en a la volonté, pousser jusqu'au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes. Et donc, Paris est aussi une ville où on se promène. En calèche, si on en a envie, mais également à pied. C'est aussi une ville qui connaît au XIXe siècle de nombreux troubles politiques. On pourrait penser qu'ils auraient pu empêcher cette vocation de tourisme. On n'a pas tellement forcément envie d'aller faire du tourisme dans des endroits où il y a des révolutions tous les 10 ou 20 ans. Sauf que le tourisme récupère aussi ces activités-là. Et vous voyez ici, dès la fin de la Commune, en 1871, un tourisme des ruines qui se développe. On propose aux touristes d'aller voir les ruines laissées par les communards. Alors, dans un parti pris qui est plutôt anti-communard, hein, en insistant sur les incendies et sur le Paris brûlé, mais néanmoins, en greffant sur des troubles des événements sociaux, en greffant sur une tentative de révolution sociale, l'activité touristique. Le tourisme, le développement du tourisme à Paris, dans le contexte de la révolution industrielle,
il reflète des enjeux multiples. Le premier enjeu, c'est celui d'organiser le tourisme. Puisqu'il y a des tourismes qui viennent, il y a une demande touristique, il s'agit d'organiser l'offre. Les premiers à le faire, ce sont des entrepreneurs privés. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, au départ, se préoccupent assez peu du tourisme. Ça apparaît comme une activité, disons, secondaire, pas la plus sérieuse. Vous voyez ici, en revanche, que les entrepreneurs privés, eux, comprennent très vite l'intérêt qu'il peut y avoir, la rentabilité potentielle qu'il peut y avoir à développer le tourisme. Donc vous voyez ici un voyagiste qui propose des articles de voyage, des articles exclusifs pour automobiles, parce que le tourisme est lié à la modernité. Être touriste, c'est être moderne à cette époque. C'est aussi appartenir à des catégories sociales privilégiées, hein, on le voit ici dans ces représentations. Les commerçants spécialisés, les hôteliers, les organisateurs de voyages sont les premiers à se saisir de la question. Les grandes associations de tourisme également, et notamment le Touring Club de France, vous noterez l'anglicisme, proposent également une organisation du tourisme. En ce qui concerne le Touring Club de France, qui naît à la fin du 19e siècle, il s'agit par exemple de faire pression sur les hôteliers en proposant des chambres d'hôtel type. Chambre d'hôtel type, vous voyez ici, avec une baignoire, pas forcément une baignoire par chambre, mais au moins une baignoire à l'étage. Les progrès de l'hygiénisme sont là. Et donc le Touring Club de France essaye de montrer comment il faudrait, dans l'idéal, que soient les chambres d'hôtel. Du côté des pouvoirs publics, il faut attendre le XXe siècle pour voir les pouvoirs du public s'emparer de la question du tourisme. Ils s'en emparent d'abord en 1919 en créant un syndicat d'initiative qui n'est pas totalement à l'initiative des pouvoirs publics, mais qui est d'abord à l'initiative de la Chambre de commerce. C'est la Chambre de commerce, la première, qui se dit qu'il est intéressant de développer le tourisme. Il y a également un commissariat des fêtes, qui est plus mondain et plus aristocratique. Le conseil municipal, quand même, s'intéresse à ces questions-là, et il est agité par un douloureux débat dans les années 20, qui est celui de savoir si Paris doit être classé comme une ville de tourisme, avec versement d'une taxe afférente. C'est ça le véritable souci. Est-ce qu'il faut une taxe qui permettrait d'améliorer l'accueil ? Les représentants des hôteliers sont opposés. La chambre de commerce est plus partagée, puisque les commerçants notamment voudraient voir développer l'accueil, voudraient voir développer cette taxe. Dans les années 30, dans le cadre de l'organisation des grandes fêtes de Paris, le ministère du Commerce et de l'Industrie mandate la Chambre de commerce pour diriger une commission, on aime bien les commissions en France, qui réfléchirait aux implications de l'événement. Les participants à cette commission distinguent très clairement les commerçants de l'alimentation et d'articles de première nécessité, qui sont répartis dans toute la ville et qui doivent se préparer à la venue des provinciaux, et puis le commerce de luxe, qui doit s'adresser plutôt à un public étranger et viser une clientèle plus riche. Donc dès le départ, il y a la conscience qu'il y a des touristes différents. Après 1945, les pouvoirs publics s'emparent vraiment de la question du tourisme. Ils créent un comité régional du tourisme. Ils chapeautent de manière un peu plus importante le syndicat d'initiative et le comité des fêtes. Et puis, à partir des années 70, apparaît la problématique du Grand Paris et la nécessité d'une organisation régionale du tourisme. Alors, voilà ce qui concerne les institutions. Mais le tourisme, ce sont aussi des petites mains. Ce sont des métiers nouveaux qui se créent et qui se développent. Des métiers de service qui participent à l'essor du tertiaire à Paris. Vous voyez ici des grooms, vous voyez tout le personnel d'hôtellerie et de restauration. Le commerce, ici un marchand de glace devant la Tour Eiffel. Également des marchands de plans de Paris, des porteurs dans les gares, qui sont là pour porter les valises, des chauffeurs de taxi. Alors, chauffeur de taxi, vous allez me dire, mais il n'y a pas besoin du tourisme pour exister. Non, mais c'est fait partie des activités qui préexistent au tourisme et qui néanmoins sont profondément changées par l'activité touristique. Également,
C'est le cas des ouvriers qui sont par exemple chargés de nettoyer la tour Eiffel. Bien entendu, on peut imaginer que la tour Eiffel aurait été entretenue sans le tourisme. Mais le fait qu'il y ait l'activité touristique est quand même une sacrée motivation pour l'entretenir. Les agents de police aussi, pourquoi pas, sont intéressés par cet impact du tourisme. Pardon. Alors, comment comptabiliser vraiment qui participe au tourisme? Par exemple, les serveurs dans les restaurants ou dans les cafés. Ils ne sont pas là pour servir que les touristes, mais néanmoins, ils voient passer de nombreux touristes parmi eux. Ces petites mains du tourisme, qui sont parfois quasi invisibles pour les touristes peu attentifs, elles sont indispensables au fonctionnement de cette économie. Et on voit apparaître des conflits sociaux dans ce secteur. Dès 1907, la grève des garçons de café, par exemple, qui réclame une journée de repos hebdomadaire et le droit au port à la moustache. Parce que le port de la moustache, à l'époque, est considéré comme un attribut viril. Dans les années 30, on voit défiler dans les cortèges de 36 les syndicats des CGT des femmes de ménage, des grands hôtels. Et puis dans les années 70, c'est le chroniqueur du Figaro, André Becler, en villégiature à Paris, qui a la surprise de découvrir son palace favori en grève et qui écrit un savoureux article en disant « Nous pouvions faire nos lits ou ne pas les faire, apporter des provisions si cela nous chantait, négliger la salle de bain ou l'entretenir. » Finalement, ce journaliste du Figaro se retrouve complètement en accord avec les revendications des grévistes. Le développement du tourisme, c'est aussi l'apparition d'un nouveau personnage dans le paysage urbain parisien, celui du touriste. Avec des caricatures. On se moque de ce personnage du touriste. Alors on se moque ici des Hollandais au Jardin des Plantes. Ici, on se moque d'un touriste noir qui réclame qu'on lui apporte une actrice célèbre de l'époque, Mademoiselle de Jazet. En fait, c'est une manière de se moquer, dans ce journal-là, une manière de se moquer du régime de Louis-Philippe. Donc, mais ce qui est intéressant pour l'historien, c'est de voir que le touriste apparaît comme un personnage de caricature. Ça veut dire qu'il est déjà familier. On se moque ici des touristes cosmopolites qui viennent regarder les Parisiens, comme s'ils étaient des personnages de foire. Vous voyez, la famille de Parisiens. Parce que bien sûr, pour une nation coloniale et impériale comme la France, se retrouver confronté aux touristes, c'est se retrouver confronté à un regard exotisant. Et c'est pas forcément très agréable. Alors on se moque des touristes. Ici, on se moque des touristes anglais. C'est les cibles favorites des caricatures. Les provinciaux également. Vous voyez, qui essayent de marchander les places de théâtre. Ou bien ici, les restaurateurs qui proposent un roast beef pas assez cuit parce que les Anglais le préfèrent comme ça. Ça peut aller jusqu'à l'émeute dans les années 1920, avec en 1926 des quarts de touristes américains qui sont attaqués par des Parisiens. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a une différence très forte entre la monnaie française et la monnaie américaine à cette époque-là. Et donc les touristes américains, pour s'amuser, collent des billets français sur leurs valises. Donc, ces moqueries sur le touriste, elles sont assez anciennes. Je suis sûr que vous y avez cédé quelques fois. Alors, à partir de la révolution industrielle, Paris devient un lieu de spectacle. Un lieu de spectacle d'abord avec ce qui est le symbole de la concurrence entre les capitales au XIXe siècle, c'est l'exposition universelle. L'exposition universelle, c'est d'ailleurs la première occasion pour laquelle Cook organise ses voyages en France. L'exposition universelle, c'est un moment où, dans la capitale, se concentre tout le savoir-faire d'un pays. Se concentre toute la vitrine d'un pays, ce qu'on a envie de montrer aux autres nations. C'est également les premiers grands moments de tourisme international. Vous savez bien que c'est à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 qu'a été construite la Tour Eiffel, qui était considérée au départ par les contemporains comme un monument horrible qu'il faudrait détruire tout de suite après.
par certains contemporains. Il y en a d'autres qui ont été plus sensibles. Mais au XIXe siècle, on a 5 expositions universelles qui se déroulent en France. L'endroit où nous sommes ici, le Petit Palais et également le Grand Palais à côté, sont construits pour l'exposition universelle de 1900, en remplacement du Palais de l'Industrie, qui avait lui-même été construit à l'occasion d'une exposition universelle. Le relais est pris au XXe siècle par les expositions coloniales. On connaît bien celle des années 30 qui s'est tenue à Paris. On voyait ici le ticket de l'exposition universelle, et vous voyez ici une affiche à destination d'un public italien, avec la proposition pour ces touristes italiens qui viendraient voir l'exposition universelle en France, la promesse qu'ils pourront manger italien. Vous savez que touristes italiens sans les pâtes, c'est difficile. Qui pourront également avoir des interlocuteurs qui leur parlent en italien. Donc il y a une véritable organisation de l'accueil de ces touristes étrangers. Au-delà des grandes expositions universelles, on a également le phénomène des foires. Les foires agricoles qui se tiennent à Paris, là aussi, depuis le Moyen-Âge. En 1870 est créé le concours général agricole, au Palais de l'Industrie, justement, pas loin d'ici. C'est l'occasion de réunir à Paris des animaux, des produits agricoles, des machines. Et puis ça se transforme, en 1923, en semaine de l'agriculture. Enfin, dans les années 60, on a le célèbre Salon de l'agriculture, dans laquelle peut-être certains d'entre vous ont déjà amené leurs enfants pour avoir une excuse d'y aller. Paris événement, Paris spectacle, c'est aussi les grands événements sportifs. Alors vous voyez ici cette étonnante affiche des JO de 1924. Peut-être qu'on aura bientôt une affiche des JO de 2024 à Paris. Bon, c'est l'esthétique de l'époque. Hein. Les bras tendus ne sont bien sûr pas une référence au fascisme, mais à l'Antiquité. Hein. Et on a donc ces corps d'athlètes qui sont là pour représenter le corps. Alors, à partir de ces JO, à partir de ces Jeux Olympiques, on peut parler véritablement de la création d'infrastructures d'accueil à Paris qui permettent d'accueillir de grands événements sportifs. Et donc Paris devient la capitale d'événements sportifs internationaux, mais également d'événements sportifs nationaux. Alors, les célèbres courses cyclistes, à l'époque, le vélo est le sport le plus populaire. Donc, on voit au Vélodrome d'hiver, qui malheureusement est devenu ensuite célèbre pour la rafle qui a touché les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Également des compétitions de boxe. Vous voyez ici 2 boxeurs américains qui combattent l'un contre l'autre. Je n'ai pas pu résister, eu égard à mes origines, à mettre une photo de l'Olympique de Marseille en 1938, lors de la Coupe de France, puisque la Coupe de France de football a lieu chaque année à Paris. La finale a lieu chaque année à Paris. Et puis Roland-Garros. Donc là, on a un événement moins populaire, un événement plus élitiste, mais en tout cas, on a un événement qui draine aussi un public intéressé par le sport. Plus tard, ce sera le départ du rallye Paris-Dakar, qui part de Paris. Et puis, vous savez bien que le célèbre Tour de France se termine à Paris. Vous avez peut-être tous en mémoire la terrible finale de 1988 qui a vu Greg LeMond gagner face à Laurent Fignon pour 8 petites secondes sur les Champs-Élysées. En général, il y a moins d'enjeux dans cette dernière étape des Champs-Élysées. Mais en tout cas, ça montre bien à quel point Paris est devenu la capitale nationale et internationale en France des événements sportifs. C'est également... Alors oui, pas pu résister à vous mettre des supporters écossais pour me montrer ce caractère international de ce tourisme sportif. Le tourisme parisien, c'est aussi celui des spectacles. Premier spectacle, les plus spectaculaires, on a les hippodromes à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, on a oublié que ces hippodromes existaient, mais c'était de véritables lieux de spectacle dans lesquels on avait des spectacles équestres, des reconstitutions historiques,
reconstitution des combats de gladiateurs ou des courses de chevaux. Vous voyez ici, on a l'impression d'être vraiment dans Ben-Hur. Également, les spectacles dans les cabarets. Très vite, Paris, bien sûr, reste une ville de théâtre, une ville de spectacle officiel, de culture légitime, mais avec la particularité aussi d'aller au cabaret, de voir le French Cancan, héritier du quadrille, de voir également dans les cafés-concerts les chanteuses populaires comme la Goulue, par exemple, qui n'hésitaient pas à interpeller le prince de Galles, venu assister à son spectacle, en lui disant assez vulgairement « Hé Galles, tu payes le champagne ?» Donc ces salles sont capables de proposer des spectacles divers, des kermesses, des bals, des variétés, même des pistes de patinage. Au Moulin Rouge, qui naît à cette époque-là, le pétomane Joseph Pujol se taille un franc succès et reçoit lui aussi la visite, dit-on, du prince de Galles. Dans les années 30, c'est Joséphine Baker qui enflamme les foules, avec des spectacles qui mêlent exotisme et puis attrait pour la culture noire. C'est également, après la Deuxième Guerre mondiale, le Lido, le Crazy Horse, les spectacles de striptease, Bobino avec le musical, et également le Paris canaille, qui est un Paris localisé sur certains quartiers qui ne sont pas au départ les plus touristiques, mais qui sont des quartiers qui deviennent touristiques surtout la nuit, des quartiers où on va assister à ces spectacles, où on va s'encanailler. Et le quartier de Pigalle devient le symbole de ces quartiers-là. C'est également le cliché facile des petites femmes de Paris, avec les maisons closes, les lieux de prostitution. Ici, vous voyez le Sphinx, qui est une des plus célèbres maisons closes de Paris. Bien sûr, ces maisons closes ont été utilisées notamment par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a beaucoup parlé de la collaboration de ces maisons closes avec les occupants. Et puis elles ont été fermées par la loi Marthe-Richard. Mais néanmoins, ce cliché des petites femmes faciles de Paris persiste. Vous voyez ici les soldats en permission à qui on vante ce pari des loisirs. Et voilà, ici sous l'occupation des touristes allemands, des soldats allemands devant la Tour Eiffel. Vous savez qu'Hitler prévoyait de faire de Paris une ville de tourisme à cette époque-là. Alors, autre aspect de ce tourisme à Paris, on vient à Paris pour consommer et on vient à Paris parce que Paris a une réputation de ville bohème. Ces deux aspects peuvent sembler opposés, mais vous savez très bien qu'un artiste bohème peut par la suite se retrouver dans des musées bien plus huppés. Dans son roman Debout payé, qui relate son expérience de vigile, l'écrivain ivoirien Goz raconte comment les vendeurs des Champs-Élysées surnomment certains touristes les pieds blancs. Alors pourquoi les pieds blancs ? Parce que ce sont des touristes qui viennent directement du Louvre, en passant par les Tuileries, et donc qui arrivent avec les pieds pleins de poussière, et ils viennent directement sur les Champs-Élysées pour consommer. Donc vous voyez bien qu'entre ce tourisme culturel, celui du Louvre, et ce tourisme de consommation, finalement, les chemins et les raccourcis sont rapides. Vous vous rappelez peut-être également du film Funny Face, qui date de 1957, dans lequel Audrey Hepburn joue le rôle d'une jeune libraire qui accepte de devenir mannequin et d'aller faire des photos à Paris, parce qu'en fait, elle rêve de rencontrer les philosophes existentialistes. Bon, en arrivant à Paris, elle oublie vite les existentialistes et elle se rapproche plutôt du monde de la mode, mais il n'empêche que là aussi, on voit comment les raccourcis sont possibles. Alors, en 1928, l'hôtel Georges V, Palace,
est créé par André Terrail et Georges Wibo. André Terrail est aussi propriétaire d'un grand restaurant, la Tour d'Argent. On voit bien ici que la clientèle visée, celle des grands restaurants, celle des palaces, est la même. C'est à cette époque-là directement les touristes américains qui arrivent par les transatlantiques. Mais ce qui est intéressant également, c'est de voir comment la clientèle d'élite peut trouver sa place à Paris. Elle va aller dans les palaces. Elle va aller manger à la Tour d'Argent. On pourra lui proposer le célèbre plat du canard laqué au sang. Vous savez que chaque canard est découpé devant le client et numéroté, comme c'était une véritable œuvre d'art. Ils pourront ensuite aller faire du shopping dans les magasins de luxe. Le bazar de l'Hôtel de Ville, dès le 19e siècle, donne l'image de ce tourisme, de cette ville de Paris dans laquelle on peut consommer. La Samaritaine également. Et puis, la mode s'inspire de Paris. Alors ici, c'est intéressant parce que c'est un tailleur qui s'appelle Henri à la pensée. C'est le nom du tailleur. C'est un tailleur qui a été conçu aux États-Unis, mais il n'empêche, on fait la photo devant la Tour Eiffel pour associer à une image de luxe, à une image de chic parisien. Chic parisien qui peut se décliner en quartier latin, avec l'image de la parisienne intellectuelle. Il manque plus que les lunettes là, mais vous voyez, on devine le quartier latin derrière. Puis c'est une femme active avec ses livres en main pour aller travailler sans doute à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Et donc tout ça, tout cet imaginaire parisien inspire la mode parisienne et devient ensuite un des motifs pour venir à Paris. Et vous voyez que ça a été repris so chic par la suite avec Laetitia Casta. Alors, ce Paris de la mode, il peut paraître assez éloigné du Paris des Montparnasse, du Paris bohème, de ces artistes qui, à partir de la fin du 19e siècle, trouvent à Paris un lieu dans lequel ils peuvent s'exprimer. Alors pourquoi ? D'abord parce que Paris a une réputation d'une ville libérale, d'une ville dans laquelle les artistes peuvent trouver leur place, dans laquelle ils vont trouver une ouverture d'esprit. Également parce que c'est une ville encore populaire, dans laquelle ils trouvent des endroits à Montparnasse ou à Montmartre, dans lesquels ils peuvent loger, dans lesquels ils peuvent aller au café, de manière bon marché. C'est aussi une ville dans laquelle on s'amuse, les guinguettes. Vous savez on parle du Moulin de la Galette. Le Moulin de la Galette a été immortalisé par les peintres, notamment parce qu'il y avait une célèbre guinguette entre les deux moulins de la Galette et qu'ils prenaient grand plaisir à aller y boire. Et donc, ces artistes internationaux qui viennent du Japon, des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, ils convergent vers Paris. Ils contribuent à forger l'image d'une ville culturelle, l'image d'une ville bohème. Alors ça peut sembler assez éloigné de la consommation, mais c'est pas forcément les mêmes touristes. Et puis ça peut être aussi les mêmes touristes qui vont être attirés à la fois par l'aspect culturel et par l'aspect de consommation. Ces artistes un jour peut-être se retrouveront dans des lieux légitimes comme le Louvre. Leurs tableaux seront exposés. En attendant, ils participent à animer la vie locale. C'est également les avant-gardes littéraires et intellectuelles. Vous voyez ici Sartre et Simone de Beauvoir. On pense également dans les années 70, dans les années 60 ou 70 à tous ceux qui sont allés au Café de Flore, tous ces fameux philosophes existentialistes qui étaient là et qui contribuaient à construire cette image de Paris. Paris, ville ouverte, c'est aussi une ville qui a la réputation d'une grande tolérance. C'est le Paris gay, Paris homosexuel. C'est également le Paris des Noirs américains, qui viennent à Paris dès le 19e siècle, attirés par l'idée que Paris est une représentation, est un lieu paradisiaque dans lequel il n'y aurait pas de racisme, pas de ségrégation raciale. Cette image-là, elle est renvoyée de manière encore plus forte après la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a des soldats noirs américains qui sont venus à Paris
et qui ont pu constater qu'ils avaient le droit d'aller dans les cafés, qu'ils avaient le droit d'aller dans les boîtes de nuit. Certains d'entre eux reviennent à Paris après la guerre pour devenir des jazzmen. Vous voyez ici le Stage B, qui était une célèbre boîte de jazz dans laquelle, vous voyez, on pouvait danser à la fois avec des noirs et des blancs. Vous avez également la célèbre boîte de Bricktop, qui était une femme noire venue de Virginie et qui a trouvé dans Paris un endroit dans lequel elle a pu se lancer dans une véritable carrière. On connaît également, on voit tous ces musiciens, ces soldats musiciens, mais on connaît également l'image de Joséphine Baker, bien sûr, hein, qui a connu en France une carrière qu'elle n'aurait certainement pas connue à cause de la ségrégation raciale dans ces années-là, si elle était restée aux États-Unis. Et donc, vous voyez, on a ici Jesse Owens devant la Tour Eiffel. Paris attire les élites noires. Elle attire les intellectuels, notamment dans les années 50, on aura James Baldwin, par exemple. Et dans les années 60, avec le mouvement des droits civiques, avec la prospérité des Trente Glorieuses, vous avez une classe moyenne noire qui peut voyager et qui se rend à Paris. Qui se rend à Paris à cause de tout ça, à cause à la fois de cette image de société sans racisme et de cette histoire noire afro-américaine d'Afro-Américains qui sont venus à Paris. Excusez-moi, voilà, c'est un peu long à réagir. Voilà. Et vous voyez donc c'est Paris Black Tour qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alors où est-ce qu'ils vont ces touristes noirs américains qui viennent visiter Paris aujourd'hui ? Eh bien, ils viennent notamment sur la place Joséphine Baker, où ils vont voir la statue d'Alexandre Dumas. Parce que Alexandre Dumas était métis, donc ils l'inscrivent dans une histoire universelle noire. Ils vont également donc sur les traces de ces intellectuels des années 50, et puis ils vont dans des endroits comme Château Rouge, par exemple, qui sont des endroits de tourisme inhabituels, mais qu'ils perçoivent comme le creuset d'une culture noire internationale. Donc aujourd'hui, c'est plus tellement la société sans racisme qui va attirer ces touristes, mais c'est l'histoire de Paris, l'histoire même de Paris, et l'image de Paris comme un creuset de différentes cultures noires, caribéennes, africaines et afro-américaines. Dernier aspect de mon exposé, je vous parlerai de Paris et la massification du tourisme. Paris et la mondialisation du tourisme. Paris, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, n'était pas du tout assuré de rester la capitale mondiale du tourisme. Parce qu'il y avait d'autres métropoles, d'autres capitales qui ont commencé à devenir aussi attractives. Parce que la mondialisation du tourisme est un phénomène tellement massif qu'elle aurait pu changer les habitudes. Pour vous donner quelques chiffres, le Louvre est passé de 500 000 visiteurs en 1950 à près de 9 millions en 2010. Donc vous voyez le bond que ça représente. Le véritable essor du tourisme, c'est ça, c'est à partir des années 50. C'est à partir de ce moment-là que le tourisme n'est plus réservé à une élite sociale. C'est à partir de ce moment-là que l'ONU est obligée de donner une définition du tourisme, en créant l'Organisation mondiale du tourisme, qui décrète que est touriste toute personne en déplacement hors de son environnement habituel pour une durée d'au moins une nuitée et d'un an au plus. Ce qui veut dire que même quand vous partez de chez vous et que vous ne dormez pas chez vous pour travailler ou pour raison médicale, vous êtes considéré comme un touriste. Eh oui. Alors, qu'est-ce qui fait que ces années 50 ont été les années d'une expansion sans précédent du tourisme ? D'abord, la prospérité des sociétés occidentales. Également, toute une série de lois sociales, les lois sur les congés payés, mais également la protection sociale, qui fait que quand vous êtes sûr d'avoir une retraite, quand vous êtes sûr d'avoir une assurance maladie, eh bien, vous pouvez utiliser l'argent qu'en d'autres temps vous auriez épargné ou que vous auriez conservé précieusement dans votre bas de laine, eh bien, vous pouvez l'utiliser pour des activités futiles comme le tourisme. C'est également l'amélioration encore des moyens de transport. Vous voyez ici une affiche d'Air France, mais c'est également l'inauguration de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en 1965 par le général de Gaulle. À l'époque, il ne s'appelait pas encore Charles de Gaulle. C'est aussi la concurrence entre les capitales. Il faut
utiliser l'image passée de Paris pour attirer des touristes. Vous voyez ici des images qui promeuvent cette vision d'un Paris un peu couleur sépia. Alors, c'est pas seulement la couleur de la photo, vous voyez les cafés sur les Champs-Élysées, les petits Gavroches qui jouent aux billes ou à la marelle. Et puis ici, les monuments, les bateaux-mouches, l'idée de pouvoir se promener dans Paris. Il devient nécessaire en tout cas de faire la promotion de Paris, de faire la publicité de Paris. Il devient nécessaire également de se soucier de l'hébergement. Au début des années 50, par exemple, Paris manque de palaces, manque d'hébergement de luxe. Dans les années 70, ce qui fait défaut, c'est plutôt un hébergement plus modeste, pour les classes moyennes notamment. À tel point que dans les années 60 et 70, on envisage le logement chez l'habitant comme une solution provisoire pour accueillir tous ces touristes qui veulent venir à Paris. Les pouvoirs publics interviennent en construisant les aéroports. Vous voyez ici Roissy. En construisant également des établissements culturels. À partir de la Ve République, chaque président fera sa réalisation culturelle. Alors avec Pompidou, vous avez Beaubourg. Avec Valéry Giscard d'Estaing, vous avez la Cité des Sciences, notamment. Sous Mitterrand, c'est l'apothéose. Vous avez le Grand Louvre, vous avez également Orsay. Vous avez un grand nombre de la Cité de la Musique, l'Opéra Bastille, l'Institut du Monde Arabe, la Grande Arche de la Défense, qui n'est pas a priori un lieu touristique, mais qui le devient. Et puis, sous la présidence de Jacques Chirac, le musée du Quai Branly. Ça s'est un peu calmé ensuite, mais il n'y a peut-être plus trop d'endroits à construire. C'est également la construction en 1992, enfin l'ouverture en 1992 de Disneyland Paris, qui est aujourd'hui, avec 15 millions de visiteurs, soit 2 fois plus que la Tour Eiffel, le lieu le plus visité de France. Ça peut sembler bizarre, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Avec cet essor sans précédent du tourisme, ce sont de nouveaux touristes qui arrivent à Paris. Des touristes qui viennent des États-Unis. Vous voyez ici des touristes qui viennent en autocar. L'invasion des touristes à Paris. Vous voyez quels sont les titres de la presse de l'époque. Des touristes bon marché, des jeunes par exemple, qu'il s'agit de loger par exemple dans les campings. Et puis, nouvelle catégorie à partir des années 70, les touristes japonais. Et je trouve dans les archives de la ville de Paris des interrogations sur ces touristes. Qui sont-ils? Que mangent-ils? Que font-ils? Ces interrogations peuvent paraître drôles aujourd'hui, mais elles provoquent elles aussi des changements. Par exemple, vous connaissez peut-être la rue Sainte-Anne où il y a de nombreux restaurants japonais. Elle se développe à partir de ces années-là, parce que un certain nombre de ces touristes veulent manger comme à la maison. Donc, il y a des restaurants japonais qui se créent à ce moment-là. Dans les années 80, on a de nouveaux flux touristiques à Paris, avec par exemple des touristes qui viennent du Moyen et du Proche-Orient, avec dans les années 90 les touristes russes, et puis depuis les années 2000, le boom des touristes chinois. Vous savez que par exemple en 2015, le nombre de touristes chinois a augmenté de 49% à Paris par rapport à l'année précédente. La nouveauté en matière de tourisme, c'est pas seulement les nationalités, c'est aussi les catégories sociales des touristes. Des touristes plus modestes, des touristes jeunes qui viennent à Paris. Avec des craintes sur la façon de les accueillir, sur la façon de concurrencer les autres capitales. Enfin, c'est également une nouvelle forme de tourisme dans les années 50, dès les années 50, avec le tourisme d'affaires.
Alors vous allez me dire, tourisme d'affaires, ça paraît incompatible. Soit on fait des affaires, soit on fait du tourisme. Eh bien non. On peut faire les deux. Et d'ailleurs, à partir du moment où on ne dort pas chez soi, on est considéré comme touriste. Et donc ça, dès les années 50, la Chambre de commerce et d'industrie comprend qu'il y a quelque chose de très intéressant à creuser à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que ces touristes qui viennent pour des congrès, par exemple, pour des conférences, pour des séminaires d'entreprise, ce sont souvent des touristes qui appartiennent plutôt aux catégories supérieures. Ce sont des touristes qui vont aller au restaurant, qui vont consommer, qui vont faire du shopping, qui vont peut-être visiter une exposition. En tout cas, ce sont des touristes qu'il faut choyer, auxquels il faut proposer des lieux. On considère, à partir des années 50, qu'il y a là un marché et qu'il y a une concurrence avec d'autres capitales. On crée donc, au début des années 1970, le Palais des Congrès de la Porte-Maillot pour accueillir ces touristes et pour leur offrir des services spécifiques. Services de transport, services en matière de confort, et également services en matière de consommation. Donc vous avez des boutiques qui se créent dans ce grand complexe de la Porte-Maillot. Vous voyez ici les plans qui ont existé à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on a choisi ce lieu-là parce que c'était le lieu de l'ancien Luna Park. On pourrait se dire peut-être que la fonction de distraction de Paris est en train, à ce moment-là, d'être remplacée par la fonction d'affaires. C'est pas complètement le cas, parce que ne me faites pas croire que ces touristes qui viennent pour des congrès d'affaires, ne me faites pas croire qu'on va pas leur offrir une soirée au Crazy Horse, ou une soirée au Moulin Rouge, ou une soirée dans d'autres endroits. Vous voyez que tout, en fait, peut se concilier. Il y a également des touristes, à partir de ces années-là, qui s'intéressent à des lieux dans lesquels auparavant on n'allait pas. On va visiter des arrondissements de l'Est de Paris, par exemple, dans lesquels on n'allait pas tellement. Et pourtant, dès 1952, dans son œuvre 8 quartiers de Roture, qui était lue à la radio, l'écrivain Henri Calais parlait de ces quartiers-là. Il disait « Ville à part, sans Seine ni rivière, que les étrangers ne vont pas voir, où il n'a rien à voir, ville sans palais ni cathédrale, sans monument et presque sans souvenir, ville sans parure, ville usinière, populacière, où l'on peut tout juste exister dans le sens de ne pas mourir. » Eh bien, ces quartiers-là, à partir des années 90 et 2000, ils intéressent les touristes. Aussi parce qu'il va y avoir des rénovations. On va rénover le canal Saint-Martin, on va rénover le canal de l'Ourcq. Ces nouveaux touristes, ces nouveaux lieux, c'est aussi une transformation du tourisme en une sorte de mosaïque. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de raisons de venir à Paris en touriste. Il y a toutes sortes de manières de pratiquer le tourisme à Paris. Entre le jeune arrivé à Beauvais par un aéroport low cost, qui vient avec son sac à dos, qui va dormir dans un Airbnb, et puis le touriste d'affaires qui arrive en classe supérieure dans l'avion et qui va dormir dans un palace, c'est pas du tout les mêmes pratiques. La fréquence des visites est aussi essentielle. On ne fait pas la même chose selon qu'on est venu plusieurs fois ou selon qu'on vient pour la première fois. Ça pose des questions nouvelles aux aménageurs de l'espace parisien, aux élus bien sûr, mais aussi aux professionnels du tourisme. Il y a d'abord un certain nombre de désagréments, notamment cette mode des cadenas d'amour qui s'est répandue. Alors ça peut paraître une chose un peu bizarre de représenter l'amour par un cadenas. En tout cas, ça pèse sur les balustrades. Et vous savez que la mairie de Paris a dû installer des plaques en plexiglas. Le mode d'hébergement Airbnb aussi pose des problèmes. Parce que vous savez que dans certains quartiers, notamment dans le Marais, il y a des immeubles entiers qui sont voués à ça, avec une augmentation des loyers pour les habitants, avec la fermeture des fois de certains commerces. Là aussi, il y a dû avoir une action municipale pour essayer de limiter les abus. C'est également dans les musées. L'afflux de touristes, vous imaginez bien le Louvre qui passe de 500 000 à 9 millions,
eh bien, il faut veiller à accueillir ces touristes avec des conditions de sécurité à la fois pour les touristes et pour les œuvres. Mais essayons de voir aussi toute l'imagination et toute la créativité qui se crée avec ces nouvelles formes de tourisme. Des nouvelles manières de visiter Paris, en tuk-tuk, des sortes de vélos avec quelqu'un qui pédale, mais il y a aussi un moteur, je vous rassure. À vélo. L'écologie, la convivialité sont mises en avant avec de nouvelles auberges de jeunesse, avec également la mode des greeters. Ces habitants de Paris qui bénévolement décident d'accueillir des touristes et de leur faire visiter leur quartier. Bien sûr, ce sont des formes minoritaires, mais ce sont quand même des formes intéressantes. Et des formes peut-être qui sont amenées par le futur à se développer. Alors je conclurai tout d'abord par l'étonnement de voir cette activité qui était une activité d'élite, vous rappelez le grand tour des aristocrates, et qui aujourd'hui est devenue une activité presque triviale, même s'il y a encore des inégalités dans l'accès au tourisme. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a des touristes de toutes origines. Alors vous savez que c'était le centenaire, le centenaire de la naissance de Barthes, et puis l'anniversaire aussi de sa mort il y a quelques jours. Eh bien, en 1964, Roland Barthes livrait son analyse sur la Tour Eiffel. Il disait « La Tour Eiffel, spectacle regardé et regardant, édifice inutile et irremplaçable, monde familier et symbole héroïque, témoin d'un siècle et monument toujours neuf, objet inimitable et sans cesse reproduit. Elle est le signe pur, ouvert à tous les temps, à toutes les images, à tous les sens, la métaphore sans frein. À travers la tour, les hommes exercent cette grande fonction de l'imaginaire qui est leur liberté, puisqu'aucune histoire, si sombre soit-elle, n'a jamais pu la leur enlever. » Eh bien, on pourrait étendre une telle description du monument au tourisme parisien dans son ensemble. Spectacle regardé et regardant, parce que Paris a attiré en 3 siècles tant de touristes. La ville a suscité tant de commentaires savants ou populaires, bienveillants ou curieux. Ces touristes, ils ont arpenté les villes de Paris. On les a jaugés, on les a scrutés, mais eux aussi, ils ont porté un regard sur la ville. Édifice inutile et irremplaçable parce que le touriste est à la fois futile et sérieux. On lui assigne des finalités ludiques, on le considère superflu, mais il fait vivre à Paris des milliers de personnes. Il représente une part importante non seulement de l'économie, mais de la personnalité de la ville. Monde familier et symbole héroïque, parce que le tourisme est affaire de conquête, de frontières, de marges. On a des pionniers du tourisme. On a aussi, parfois, certains perdants. On dit que certains quartiers sont victimes du tourisme. C'est peut-être en partie vrai. Il faut faire très attention, bien entendu, à la manière dont peuvent se créer des déséquilibres et des inégalités en matière de tourisme. Mais on peut aussi constater comment se créent de nouvelles modes, de nouvelles pratiques, et comment ça influe sur l'urbanisme parisien. Enfin, à travers le tourisme, on peut dire que les hommes exercent en effet cette grande fonction de l'imaginaire qui est leur liberté. Parce que l'image de Paris qui se construit à travers le tourisme, elle n'est pas fixe, elle est mouvante et fragile. Chaque voyage est l'occasion pour le touriste d'intégrer à son histoire individuelle son propre récit de Paris. Et c'est la somme de ces récits, on peut le dire, qui donne véritablement une âme à cette ville. Merci beaucoup. Je vous invite maintenant à poser des questions si vous le souhaitez. Si vous voulez poser une question, merci de lever la main pour que je vous donne le micro parce que les conférences sont enregistrées. Vous pourrez d'ailleurs les écouter ou les réécouter en accédant au site du comité d'histoire sur le site paris.fr. Avec le grand tour des aristocrates, il y avait également des poètes, des écrivains comme Goethe et tout ça qui faisaient un peu la même chose.
Et puis, alors là, une question qui est peut-être un peu hors sujet. Comment se fait-il que Paris, ça dépend encore de la Chambre de commerce, alors que toutes les autres offices de tourisme français dépendent d'un réseau différent, quoi, plutôt régional ou départemental. Alors, pour répondre à la première question, en effet, le pari du Grand Tour se superpose avec le pari des lettrés. C'est-à-dire que, notamment au XVIIIe siècle, Paris a la réputation d'une ville où on réfléchit, d'une ville où on discute, notamment les idées des Lumières. Il y a des clubs, il y a des sociétés dans lesquelles on débat des sujets qui intéressent à l'époque. Donc il y a de nombreux lettrés qui viennent à Paris pour ça. Donc bien sûr Goethe, mais d'autres. Et ça participe là aussi de l'attrait de Paris. Et on pourrait bien sûr voir une continuité de cette époque-là jusqu'aux existentialistes du Café de Flore des années 60 et après. Alors, en ce qui concerne la Chambre de commerce et d'industrie, c'est vrai qu'il y a une grande interpénétration entre les intérêts économiques et les intérêts touristiques à Paris. Et voilà, ça existe encore aujourd'hui. Et il y a tellement d'enjeux économiques que la Chambre de commerce et d'industrie vraiment a pris une place très forte là-dedans, quoi. C'est aussi que Paris, longtemps, a été un peu dépourvu de pouvoir politique autonome, puisque l'élection du maire de Paris, c'est assez récent. Donc ça explique aussi pourquoi comment en fait les intérêts économiques ont pu jouer un si grand rôle. Et puis Paris, il y a un pouvoir municipal, mais il y a aussi des enjeux nationaux. Du coup, ça complique encore la question. Oui, je viens. Je vous permettez, parce que c'est sur mon chemin. Merci. Oui, je soulèverai le problème de la communication, le problème de la maîtrise des langues étrangères, qui est très, très peu en question. Alors, c'est une vraie question. D'ailleurs, notre exposition est bilingue. Elle est traduite en anglais. Bon, dans l'idéal, il faudrait plus de langues, mais déjà, l'anglais, c'est pas mal. Alors, c'est vrai que la France a la réputation d'un pays où on parle peu d'autres langues. Et ça, c'est un problème pour les touristes. Cela dit, par exemple, les grands magasins recrutent des interprètes. Et ils ont recruté notamment, et c'est intéressant parce que ça permet de voir les évolutions, depuis quelques années, des interprètes en mandarin et en cantonais pour répondre à la demande des touristes chinois. Donc c'est vrai qu'il y a encore un problème de langue en France et notamment à Paris, mais c'est pas forcément une fatalité. Oui, est-ce que vous pourriez parler un petit peu de l'influence du tourisme qu'il y a pu avoir sur l'entretien des monuments anciens? Il y a une époque où les monuments, ils n'étaient pas trop entretenus. Bon, alors est-ce que c'est le tourisme qui a poussé à les entretenir ou est-ce que c'est le fait de les entretenir qui a attiré les touristes? Et puis alors, il y a les risques de muséification de certaines villes où on ne peut plus rien faire, quoi. On ne peut plus bouger, tout est figé. Alors c'est vrai que c'est un peu comme l'histoire de la poule et de l'œuf, c'est difficile de savoir qui a commencé. Mais en tout cas, l'intérêt des touristes pour les monuments contribue certainement à ce qu'ils soient classés ensuite et à ce qu'il y ait un mouvement de patrimonialisation des monuments. C'est d'ailleurs les ruines antiques auxquelles s'intéressent les aristocrates du Grand Tour à partir de l'époque moderne. Ces ruines antiques, pendant de nombreux siècles, on s'y intéressait pas spécialement. On allait piquer des pierres pour fabriquer de nouvelles maisons. Et donc tout ça participe du même phénomène d'une prise de conscience en fait à cette époque-là de la notion de patrimoine, de la notion de monument. À partir du moment où il y a un patrimoine, où il y a des monuments, à partir du moment où ça devient intéressant de les voir, eh bien ça participe aussi du développement du tourisme. Alors sur la muséification de la ville, c'est vrai que à Paris on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas fabriquer ce qu'on veut. En même temps, il y a aussi des problèmes qui sont pas forcément liés à ça, mais les problèmes dont je parlais tout à l'heure avec les Airbnb, par exemple, c'est pas un problème de muséification, mais c'est plutôt un problème où les logements ça devient plus rentable de louer son logement pour accueillir des touristes que pour accueillir un locataire. Donc disons que la muséification de Paris, elle est déjà bien entamée, mais voilà. Alors, cela dit, si on regarde le quartier du Marais, par exemple,
bon, quand on voit la transformation des commerces traditionnels en boutiques de vêtements, par exemple, ou de luxe, bon, on se dit que finalement, il n'y a pas cette muséification partout. Bon, même s'ils ont gardé les enseignes des boutiques anciennes, en tout cas, la nature du quartier est vraiment en train de changer. C'est toujours le même enjeu, si je peux me permettre de rebondir, vas-y. entre effectivement l'intérêt patrimonial, l'intérêt des habitants et l'enjeu privé aussi du commerce, même pour les langues. Outre les grands magasins, il y a des initiatives, il y a des pharmacies coréennes à Paris, par exemple, où les cars coréens viennent acheter des produits de beauté à des prix... et où il y a des gens du personnel. Donc, c'est vrai que l'initiative privée, elle est aussi utile pour encourager ce tourisme. Après, c'est la question effectivement des limites et à la fois les deux enjeux sont liés et en même temps parfois contradictoires. Il me semble ce que Sylvain nous a montré tout au long de son exposé, à la fois l'intérêt de l'initiative privée et aussi voilà, l'intérêt et les limites du tourisme pour Paris. Aujourd'hui, même l'entretien des musées avec les systèmes de crowdfunding, il se fait aussi par l'initiative privée. Vous savez que le Louvre, par exemple, lance des souscriptions pour ses œuvres. Et voilà, donc... Puis tout à l'heure, on parlait de Beaubourg, du Quai Branly, tout ça. C'est vrai que la dernière grande réalisation muséale depuis le Quai Branly, c'est la Fondation Louis Vuitton. Et c'est directement l'initiative privée. Enfin, dans le tourisme, il n'y a pas que le passé. Hein. Il est question que Paris ait une exposition universelle, c'est du tourisme, et c'est tourné vers l'avenir. Bien sûr. Et il y a aussi tout le développement du tourisme industriel. Enfin, on s'aperçoit, enfin, Paris a été une grande ville industrielle qui est en train de perdre complètement son patrimoine industriel. Et il y a des choses qui auraient peut-être été intéressantes de développer pour garder certaines choses, pour voir comment simplement vivaient les ouvriers au XIXe siècle. Hein. Oui, mais même par exemple Renaud Billancourt, ça aurait pu être intéressant que ça soit qu'il en reste une trace. Après, c'est vrai que par exemple même des monuments qui sont modernes comme l'Arche de la Défense peuvent devenir aussi des lieux de tourisme. Et puis bien entendu, il y a toute une série de lieux de tourisme qui sont là pour célébrer pas seulement le passé, mais aussi l'avenir. Si on va à la Cité des Sciences, par exemple, on a là vraiment des formes d'activités touristiques qui sont tournées vers l'avenir. Bon, il n'y a pas que des touristes qui vont à la Cité des Sciences, il y a aussi des Parisiens, mais en tout cas, c'est vraiment dans cette perspective-là. Alors, je sais que c'est une exposition et un centré sur le tourisme à Paris, mais est-ce que ce tourisme à Paris n'est pas aussi une voie d'entrée pour le tourisme national en France et donc une ouverture vers le tourisme en province ? Alors, bien sûr, notamment dès les années 70, les réflexions qui portent sur les touristes japonais, c'est de faire en sorte qu'ils ne s'arrêtent pas à Paris, mais qu'ils aillent plus loin, qu'ils aillent visiter la France. Et également qu'ils restent le plus longtemps possible à Paris. Donc il y a les deux objectifs qui sont fixés. Et c'est vrai que là, ça pose aussi la question des échelles du tourisme. Il y a une réflexion là-dessus dans le livre qui est mené par des géographes. Parce que, bon, on va dire, il y a Paris intramuros. Il y a l'hypercentre de Paris qui sont les lieux les plus touristiques. On peut prendre le métro et aller jusqu'à la basilique de Saint-Denis, par exemple, si on a envie de voir la sépulture des rois. On peut prendre le train et aller jusqu'au château de la Loire, ou jusqu'au Mucem à Marseille. Et en fait, selon l'endroit où on se place, pour un Parisien, aller jusqu'à la basilique de Saint-Denis, c'est déjà franchir le périphérique. Pour un touriste américain, aller au château de la Loire, c'est aller dans la banlieue de Paris, et même aller à Marseille, c'est aller dans la banlieue de Paris. Donc ça pose aussi cette question des échelles du tourisme et de la manière dont on les considère. Et il peut y avoir une tentation de zapper entre les capitales pour des touristes qui viennent de très loin, de passer de Paris à Rome, à Londres, Berlin. Et
il y a un enjeu pour arriver à ce que les touristes ne s'arrêtent pas à Paris, mais qu'ils aillent plus loin. Alors, il y a des affiches qui sont dans l'exposition où on voit Paris considéré comme un des maillons pour aller plus loin. Notamment dans le commissariat au tourisme a essayé de promouvoir cette idée-là. Mais pas si gagné. je peux me permettre, beaucoup d'opérateurs privés font justement avec des cars et des hôtesses et des audiophones et quelquefois des guides conférenciers autour de Paris, des visites en province qui durent plusieurs jours de façon à rassurer le touriste étranger. Il va prendre ce tour opérateur qui vient le chercher à l'hôtel et qui lui fait faire les châteaux de la Loire, les plages du débarquement, Giverny à la journée. Donc ça rayonne avec un seul interlocuteur et... Bon, c'est une facette justement pour eux parce que prendre le TGV, c'est pas toujours si évident que ça. Et en parlant, moi aussi je suis du Midi et je prends la parole parce que pour évoquer un peu tout ça, c'est bien la gare de Lyon aussi. Regardez ce livre d'images qui présentait pour le touriste de 1900 un peu tout ce qu'il pouvait faire au départ de Paris et tous ces voyages desservis par la PLM et même au-delà, puisque là ça rejoint un peu le discours. Si vous avez la gare de Lyon dans le train bleu, vous avez des salles qui illustrent mieux que par Internet les voyages lointains qu'ils pouvaient faire en partant de cette gare pour aller en Tunisie, en Algérie et voilà. Je dirais il y a aussi l'impact d'Internet aussi aujourd'hui qu'on peut. Enfin bon, c'est un vaste débat. Alors c'est vrai qu'Internet, c'est difficile de parler de 300 ans d'avenir oui. de ce sujet. Mais c'est vrai qu'Internet joue un rôle aujourd'hui dans le tourisme. Après, c'est un rôle relatif dans le sens où c'est plutôt les jeunes générations qui utilisent Internet parce que ça nécessite d'abord de savoir bien utiliser un ordinateur, c'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, souvent de bien parler anglais. Les sites des low cost par exemple, souvent il faut savoir parler anglais. Mais bon, c'est quand même aujourd'hui on peut plus envisager le tourisme sans parler d'Internet, c'est sûr. D'ailleurs nous-mêmes avons cédé pour l'exposition, à la tentation puisque vous avez la possibilité de vous prendre en photo devant votre monument préféré de Paris et de l'envoyer par mail pour être dans l'exposition. Il y a une télé où on voit défiler chaque personne avec son monument préféré de Paris. Je vous remercie. S'il y a d'autres questions. Donc aujourd'hui, Sylvain Pathieu nous a présenté vraiment un panorama large, même s'il était riche, de ce tourisme parisien. Donc je vous invite à poursuivre ce voyage intramuros avec les autres conférences qui sont davantage des points, des angles sur certains aspects du tourisme parisien. Et la semaine prochaine, avec l'historienne Nancy Green, qui a écrit sur les Américains à Paris. Donc nous verrons les liens entre les touristes américains et les Français et la colonie américaine. Et on verra que ce sont des liens qui ne sont pas toujours pacifiques, comme Sylvain Pathieu l'a évoqué avec cet exemple de 1926 dont on reparlera plus en détail. Voilà, je vous rappelle donc que l'exposition, c'est Galerie des Bibliothèques rue Malher et que vous pouvez aller aussi réécouter les conférences en ligne ou si jamais vous ne pouvez assister à une des conférences, vous pouvez aussi écouter la conférence en ligne. Voilà. Merci à vous.